Bonjour. Bertrand Russell, problème de philosophie. Il pose les grands problèmes de la théorie de la connaissance. Introduction à la philosophie dans une perspective analytique générale. Russell voit une corruption par la théologie quand la philosophie classique voyait des systèmes clos à vocation définitive. Pour lui, toute décision théorique est provisoire, sujette à révision, ouverte à rectification ultérieure. Russell est soucieux de fonder ce qu'il appelle la connaissance a priori, soit les vérités logico-mathématiques. Comment comprendre ces vérités? Comment comprendre les certitudes? Les fameuses constantes logiques, logica data. Il marque ainsi un tournant dans l'histoire de la philosophie et de la logique moderne. Le champ de l'empirisme logique est proposé à l'investigation. L'opposition entre les énoncés logico-mathématiques et les énoncés empiriques est bien au cœur de l'ouvrage. Acquaintance, expérience directe, difficulté de la traduction. La théorie de l'acquaintance a pour but avoué de donner congé à toute théorie des idées comme représentation des choses. Russell pense que l'idée crée un abîme entre le sujet et le monde et interdit de comprendre le phénomène de la connaissance. Nous obtenons que l'idée de la chose. Il affirme que l'expérience directe est logiquement indépendante de toute connaissance de vérité au sujet de l'objet. Un jugement d'identité de la forme, Russell l'appelle une connaissance de vérité au sujet de l'objet. Critère de la signification, compréhension du sens, l'expérience directe est indépendante de toute saisie de vérité. C'est un acte préalable à la question de la vérité ou de la fausseté, le moment de la compréhension, remarque critique de Wittgenstein, est restauré comme un moment théorique fondamental qu'on doit soigneusement distinguer du problème de la vérité. Quand il est question de connaissance, on pense aux vérités, mais après effort, on se fixe sur la connaissance en tant que source de la compréhension du sens, premier rapport à la vérité. Si sur le tracé de l'onde lumineuse il y a un appareil nerveux, l'objet continue d'exister, sense data, donnée immédiate. La théorie générale de l'évidence nous apprend qu'un énoncé est évident quand nous avons l'expérience directe du fait. La notion de constante logique sera au centre de sa réflexion, corrélée avec la notion de forme logique. Son élève Wittgenstein, sur lequel un état de transfert passionnel l'agite, le critiquera sur ce point. Sera-t-il le génie capable de résoudre la question ? Apparence et réalité, la philosophie est la tentative pour répondre aux questions d'une manière critique. Dans la recherche de la certitude, nos expériences présentées sont erronées. Deux personnes différentes ne voient pas la même chose sous le même angle et tout changement du point de vue transforme la manière dont la lumière est réfléchie. Distinction entre apparence et réalité, entre ce que les choses semblent être et ce qu'elles sont. La couleur n'est pas inhérente à l'objet, mais en dépend comme du spectateur et de la lumière. La confiance dans nos sens nous abandonne par exemple sous l'effet d'un microscope, regardant le bois d'une table. La forme aussi est différente selon chaque point de vue, perspective. L'expérience nous a enseigné à construire la forme réelle à partir de la forme apparente. Nos sens ne nous enseignent pas la vérité sur la table elle-même, mais seulement sur l'apparence de la table. La sensation est l'expérience d'être conscient de ces choses. Ainsi, la couleur est une sensation, mais la couleur elle-même est autre chose, sense datum. Surgit la relation entre les deux. La collection de tous les objets physiques s'appelle la matière. L'évêque Berkeley nie l'existence indépendante des objets immédiats de nos sens. Le monde est constitué seulement d'esprit et de leurs idées. La matière s'oppose à l'esprit. Il refuse l'idée que quelque chose soit mental, mais idée conçue par l'esprit. Une idée dans l'esprit de Dieu. Rien ne peut être réel, ou du moins connu comme tel, sauf les esprits avec leurs pensées et leurs sensibilités.
Tout objet de pensée possible est une idée dans l'esprit de la personne qui le pense. Seules les idées sont des objets de pensée possibles. Toute autre chose est inconcevable et donc ne peut exister. Rien n'est réel à l'exception des esprits et de leurs idées. Philosophie idéaliste. Pour Leibniz, la matière apparaît ainsi car elle est en réalité une collection d'esprits plus ou moins rudimentaires, un agrégat d'âmes. L'objet n'est pas ce qu'il semble. Pour la science, c'est une multitude de charges électriques mues avec violence, étrangeté et prodige de nos objets quotidiens. Descartes est le fondateur de la philosophie moderne, inventa le doute méthodique. Rien croire qui ne se conçoive clairement et distinctement vrai. Une raison de cesser de douter. Sa propre existence est la seule certaine et doute des choses perçues par les sens. Je pense donc je suis cogito ergo sum. Ce qui est directement perçu par l'un n'est pas accessible à l'autre. Tous voient à peu près la même chose. Pas d'impossibilité logique que toute la vie soit un rêve que nous créons nous-mêmes. La tâche de la philosophie est d'établir une hiérarchie de nos croyances instinctives, comme croire au monde extérieur. Pour ceux qui sont pris à douter, le sens commun ne suffit pas. Pour la physique, tous les phénomènes naturels sont réductibles au mouvements ondulatoires qui ne vont qu'au corps émetteur jusqu'à l'individu qui le perçoit. Position dans l'espace et se mouvoir selon les lois du mouvement sont les seules propriétés de la matière douée d'une masse. L'espace réel est public, l'espace apparent privé est propre au sujet percevant. L'intervalle de temps écoulé est une mesure peu fiable. Les heures d'ennui ou de souffrance sont lentes, de plaisir sont rapides, de sommeil presque inexistantes. Les philosophes soutiennent l'idée que toute réalité est de quelque chose de façon mentale, idéaliste. Ce qui présente une réalité matérielle et mentale de nature. Pour Berkeley, nos perceptions sont une participation partielle à la perception divine. L'arbre est perçu par Dieu quand nous fermons les yeux. Seule l'idée de l'arbre peut être connue, sans quoi l'arbre n'existerait pas en l'absence d'une perception. Tout ce que nous pouvons saisir est nécessairement dans l'esprit. Le connu est dans l'esprit. Nous ne pouvons connaître l'existence de quelque chose que nous ne connaissons pas et que ce qui est sans conséquence pour nous ne peut être réel. Connaître ce que nous ne connaissons pas est possible pour Russell par l'expérience directe. Cela devient « nous ne pouvons jamais porter un jugement vrai sur l'existence de quelque chose dont nous n'avons pas l'expérience directe. » Et pourtant, l'empereur de Chine existe sans avoir l'expérience directe. Connaissance par expérience contre connaissance par description. Connaissance des choses et des vérités. La connaissance est l'expérience directe par la mémoire. Nous sommes encore en présence, source de toute notre connaissance passée. En avoir conscience est une introspection de tout ce qui se passe dans notre esprit. C'est la conscience de soi qui nous différencie de l'animal. Nous avons aussi l'expérience des idées générales, les universaux. Avoir conscience d'un universel s'appelle concevoir et un universel que nous saisissons par l'esprit, un concept. Les noms propres sont en réalité souvent des descriptions. Toute proposition que nous pouvons comprendre doit être composée uniquement de constituants dont nous avons l'expérience directe. On lui attache quelques significations dont nous avons une expérience directe. C'est une description que nous avons à l'esprit comme Jules César. Et cela dépasse les limites de notre expérience privée. Tous les phénomènes naturels sont soumis au règne des lois et la probabilité est toujours relative aux données disponibles. En science, tout ce qui arrive a une cause. Controverse en philosophie entre l'empirisme et le rationalisme. Locke, Berkeley, Hume affirment que la totalité de notre connaissance est dérivée de l'expérience. Au contraire, Descartes, Leibniz considèrent qu'en plus de l'expérience, nous possédons des idées et principes innés qui ne proviennent pas de l'expérience. Mieux qu'inné à propos de notre connaissance, l'expression a priori soulève moins d'objections. Seule l'expérience, en dernier recours, peut nous faire connaître que telle chose existe.
Nous jugeons que le bonheur est plus désirable que le malheur, la connaissance que l'ignorance, la bonté que la méchanceté. C'est affaire d'éthique, au sens logique a priori, jugement concernant la valeur intrinsèque des choses. Kant inventa la philosophie critique après le scepticisme de Hume. Avant Kant, on pensait que tous les jugements dont nous pouvons être certains a priori étaient du même genre. Les relations sont l'œuvre de l'esprit. Pour Platon, le problème se reposant ainsi. Une notion comme la justice, c'est quoi? Examiner un acte juste, puis d'autres, et découvrir ce qu'ils ont en commun. Cette nature commune est la justice, l'essence pure que Platon appelle idée ou forme. L'idée de justice est différente de ce qui est juste, participant uniquement de sa nature, n'existant pas dans le monde sensible et n'est pas en devenir, donc prise dans le changement éternellement identique, immuable et indestructible. Le monde est immuable des idées qui donnent au monde sensible le peu de réalité qui est le sien, tel un pâle reflet. Le monde vraiment réel pour Platon, c'est le monde des idées, car les choses sensibles appartiennent à telle ou telle idée. L'idée, c'est l'universel par opposition au particulier du monde sensible. La conception spinoziste s'appelle monisme. L'univers n'est qu'une seule et unique chose. Celle de Leibniz s'appelle monadisme, chose isolée des autres. Il s'agit d'un apprentissage pour parvenir à l'expérience directe de l'universel. Les relations temporelles comme spatiales sont des expériences directes. Ainsi se déduit la ressemblance, la similitude. Toute connaissance a priori concerne exclusivement les relations entre universaux. La vérité consiste dans une certaine forme de correspondance entre la croyance et le fait. Pas facile d'être à l'abri d'objections. La pensée semble incapable de reconnaître qu'elle a atteint la vérité. Pour certains philosophes, ils préfèrent la théorie de la vérité cohérence. L'essence de la vérité réside dans le fait de trouver sa place dans le système parfaitement clos de la vérité. Une croyance est vraie quand elle correspond à un complexe associé, fausse sinon. Juger ou croire est une unité complexe dont l'esprit est un constituant. Si les autres constituants dans l'ordre qu'ils ont à l'intérieur de la croyance forment une unité complexe, la croyance est vraie et fausse sinon. Une croyance est vraie quand il y a un fait correspondant. Ce n'est pas l'esprit qui crée le vrai ou le faux. L'esprit crée la croyance, mais une fois qu'elle est là, ce n'est pas l'esprit qui la rend vraie ou fausse, exception faite des événements futurs. C'est le fait qui rend la croyance vraie. Comment distinguer le vrai du faux? Nous savons ce que nous croyons. Une croyance vraie n'est pas une connaissance dès lors qu'elle découle d'une croyance fausse. Il y a connaissance quand on déduit de manière valide à partir des prémices connues. La connaissance est en partie immergée dans l'opinion probable. À une croyance vraie correspond un fait. On dit que cette croyance est une connaissance de ce fait si elle satisfait les conditions. Nous pouvons parler de vérité évidente quand nous avons l'expérience directe du fait qui correspond à la vérité. À une croyance ferme et vraie, nous parlons de connaissance. À une croyance ferme mais fausse, nous parlons d'erreur et d'opinion probable, sinon ne serait pas le vrai ou le faux. Sinon, on ne sait pas le vrai ou le faux. Un ensemble d'opinions simplement probables mais cohérents aura une vraisemblance supérieure. Toutes ces thèses ont été faites par des hommes qui ont consacré leur vie à la philosophie, la principale source d'inspiration. Pour Hegel, la réalité absolue forme un système harmonieux et solidaire qui n'est ni dans le temps ni dans l'espace et où le mal n'a pas sa place. Totalement rationnel et spirituel, nous avons une vue fragmentaire et limitée de l'univers. Dans sa totalité, l'univers est une éternelle perfection, une immuable unité spirituelle. L'incomplet ne peut subsister par lui-même, ayant besoin du reste pour exister. Espace et temps semblent infinis en extension et divisibilité infinie entre deux points, mais impossibilité des collections infinies. Et Kant met en lumière cette contradiction. L'espace et le temps sont des pures apparences, non des propriétés du monde réel.
Dans un monde où les axiomes d'Euclide seraient faux, l'espace serait différent. Ce qui fait de la philosophie un savoir différent de la science, c'est sa dimension critique. La philosophie vise à connaître, nourriture de l'esprit. C'est dans son incertitude même que réside largement la valeur de la philosophie. Elle suggère des possibilités nouvelles en élargissant le champ de la pensée, calme et liberté de la vie philosophique. La contemplation est une des voies de la libération. Nous sommes les citoyens de l'univers. Cette citoyenneté universelle est la vraie liberté de l'homme. Les questions philosophiques élargissent notre conscience du possible, enrichissent l'imagination intellectuelle et élèvent l'esprit. Merci.